Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle analyse de House of the Dragon. On va s'intéresser aujourd'hui à l'épisode 7. Review un petit peu tardif, forcément, les Worlds imposent un planning un peu chargé. Et sans plus attendre, commençons directement par la première scène, qui est la scène de l'enterrement de Laena Velaryon. Cette scène voit Vaemond Velaryon lâcher un speech qui critique directement les enfants de Rhaenyra et parle du sang pur de la lignée des Velaryon. Donc on imagine que c'est une critique des enfants de Rhaenyra potentiellement. C'est pour moi quand même un énorme contre son camp parce que les enfants de Rhaenyra sont aussi les enfants de Laenor et du coup des enfants Velaryon. Donc les Velaryon sont dans le camp de Rhaenyra et pourtant Vaemond critique ces enfants-là. Donc voilà, je comprends pas très bien le contre son camp, mais on peut imaginer aussi autre chose. C'est qu'avec la mort de Laena Velaryon et l'homosexualité de Laenor et la bâtardise de ses enfants, il pourrait essayer de se placer dans la ligne de succession de la famille Velaryon. Donc voilà, peut-être que Vaemond essaie aussi de tirer son épingle du jeu là-dedans. En tout cas, on sent qu'il n'est pas forcément sur la même ligne que le reste de sa famille. D'ailleurs, Daemon se marre parce qu'il est revenu de son exil à Pentos et voilà déjà qu'il entend des petites combines politiques au beau milieu de l'oraison funèbre pourtant de la fille chérie de cette famille. Donc il voit que rien n'a changé depuis son départ. Tous les membres de la cour jouent au jeu des trônes et profitent de chaque opportunité pour avancer leurs pions et essayer de gagner un petit peu de pouvoir. Et on sait, Daemon, il a une personnalité où il se met un petit peu au-dessus de tout ça, tout en voulant se mettre au centre de tout ça. Donc c'est pas toujours très clair, mais Daemon qui continue son attitude un petit peu méprisante et joueur finalement, son côté agent du chaos. Pendant ce temps-là, Viserys qui semble plus impuissant que jamais. On voit Aemon en tout cas qui lui se fout complètement de la situation. Donc ça nous rappelle un petit peu la dynamique de chaque personnage. Les enfants de Rhaenyra sont eux aussi en deuil, eux qui ont, on le rappelle, perdu récemment leur propre père, Harwin Strong, mais ils n'ont pas réellement le droit d'exprimer leur deuil puisque ce n'est pas réellement leur père, en tout cas d'un point de vue officiel. Pendant ce temps-là, on voit Helaena qui continue de faire des prophéties et cette fois elle va nous parler des destins croisés, surtout du sang mêlé justement. On revient là-dessus au travers de la métaphore du métier à tisser avec les deux couleurs, le noir pour les Targaryens et le vert pour les Hightower, et des sangs de chair, chaque camp essayant de créer des nouveaux dragons, et ça fait un peu référence d'ailleurs aux nouveaux draconniers qui sont créés. C'est quelque chose qui n'est pas forcément directement discuté dans la série, mais forcément le pouvoir des Targaryens vient d'abord de leurs dragons, et comme on l'a vu d'ailleurs, les Lannister en sont bien au courant quand ils vont essayer de se marier avec Rhaenyra, les Hightower le sont très au courant eux aussi, les Velaryon qui ont gagné énormément de pouvoir grâce aux dragons de leurs enfants. Bref, les dragons sont le cœur de la discussion parce que c'est au travers des dragons que se matérialise la force militaire, et on a l'impression que sous prétexte qu'ils l'ont, en fait les Targaryens ils l'oublient un petit peu, alors que pour tous les gens autour d'eux c'est fondamental. On peut aussi voir les marchands de Pentos qui ont essayé d'avoir la protection de Daemon et de Laena au travers de leurs dragons. Bref, avoir des draconniers c'est le cœur du sujet, et donc créer des nouveaux dragons à travers les mariages, et bien c'est ça qui permet de rendre une famille puissante, et ça fait bien sûr écho cette prophétie avec ce que va faire Aemon qui va récupérer, on va le voir plus tard dans l'épisode, Vhagar. C'est d'ailleurs, Helaena avait déjà annoncé ça puisqu'elle avait déjà parlé de son futur dragon dans l'épisode précédent où elle avait dit qu'il devrait perdre un œil, il devrait fermer un œil. Donc voilà, c'est assez classique des Targaryens qui ont souvent des rêves prophétiques, en témoigne notamment le rêve d'Aegon le Conquérant qui est écrit sur la dague et qui est transmis de roi Targaryen en roi ou en reine Targaryen. On apprend aussi que Aegon et Helaena sont maintenant fiancés. Alors on voit qu'Alicent d'un coup est beaucoup moins rebutée par le mariage incestueux quand ça concerne sa famille, et que maintenant qu'elle a le sang du dragon et qu'elle a maintenant ses propres dragons, et bien elle a bien compris qu'il faut conserver le sang du dragon dans sa famille. Donc les mariages incestueux en fait sont un mécanisme de défense face au potentiel mélange du sang et donc partage du pouvoir d'avoir des dragons. On remarque qu'Aemon suggère à son frère que Helaena est sa future reine, mais du coup future reine suggère qu'il sera roi, et on voit du coup que les deux enfants d'Alicent ont complètement intégré la façon de penser de Otto puis d'Alicent, qui est que Aegon va devenir roi a priori, en tout cas c'est ce qu'ils pensent, et du coup Helaena qui deviendrait reine, même si pour l'instant ce n'est absolument pas d'actualité, mais on voit que l'éducation a bien été faite, ce qui avait été montré dans l'épisode précédent. Les héritiers sont prêts potentiellement à se battre, en tout cas pour ce qu'ils estiment être naturellement leur dû. Larry Strong est plus creepy que jamais. Avant il était manipulateur, là il est creepy tout au long de l'épisode. On se demande d'ailleurs s'il est attiré par Alicent, de quelle
quelque manière que ce soit. Il est clair qu'il est attiré par le pouvoir représenté par Alicent, mais peut-être que son attirance va un petit peu au-delà. En tout cas, on peut s'amuser de voir que Criston est le premier à le remarquer. Criston qui avait été un amoureux déçu de Rhaenyra. On voit que peut-être qu'il a changé de cible et qu'il est très très protecteur quand il s'agit de ses relations personnelles, manifestement. En tout cas, on voit qu'il se sent potentiellement menacé par Larys Strong et qu'il veut conserver Alicent pour lui après avoir été extrêmement perturbé par le rejet de Rhaenyra. On voit des nouvelles relations qui se tissent entre Jace et Baela, et on voit aussi Corlys Velaryon qui essaie tant bien que mal de perpétuer son héritage. Il essaie de motiver le futur seigneur de la marque, Lucerys, qui pourtant lui aussi n'a rien à faire de ce potentiel titre qui lui fait peur parce qu'il suggérerait qu'il serait le dernier descendant, en tout cas que ses parents et sa famille seraient mortes. Donc lui qui vient de perdre techniquement sa tante, ça lui fait pas spécialement plaisir d'entendre parler de ça, mais on voit que Corlys il continue d'espérer avoir le nom de la famille Velaryon rayonner, de toujours plus de pouvoir, mais en fait il est le seul de la famille qui est intéressé par ça, alors que tout le monde autour de lui, on va le voir d'ailleurs après avec Rhaenys, dit d'arrêter les dégâts, d'arrêter les frais, mais on voit que Corlys lui c'est trop dans ses gènes, il est vraiment imprégné par cette recherche du pouvoir. Et donc d'un côté on voit Corlys qui essaie de motiver Lucerys ou de ramener Laenor qui est complètement en dépression après tout ce qui lui est arrivé tout au long de sa vie, Corlys qui tient sa famille à bout de bras, et de l'autre côté Viserys qui a une stratégie beaucoup plus passive, même s'il essaie cette fois d'aller chercher Daemon après l'avoir banni, mais on voit en fait les deux monarques, les deux vieux seigneurs qui essaient de tenir leur famille comme ils peuvent, même si derrière en fait c'est tout le jeu des trônes qui inéluctablement semble broyer leur famille et complètement monter les uns contre les autres, et on voit que eux ont du mal à concilier à la fois la survie de leur famille, la conquête du pouvoir, et restent impuissants quelle que soit la stratégie adoptée. On remarque aussi que Otto est la nouvelle main, ce qui est un petit peu étonnant parce que Otto, on le rappelle, n'avait même pas été invité au mariage de Rhaenyra après qu'il ait été viré, mais ça suggère du coup le pouvoir total d'Alicent dans le couple royal. On l'a vu lors de l'épisode précédent, mais là il est plus gâteux que jamais, Viserys. Viserys d'ailleurs qui appelle Alicent Aemma, qui est le nom de son ancienne femme, ce qui crée un malaise devant tout le monde. Mais du coup Alicent qui a le pouvoir total au point de pouvoir rappeler son père, même si Viserys, j'imagine, n'était pas forcément d'accord avec ça, vu qu'il est parfaitement au courant de la duplicité d'Otto. De la même manière que Daemon, qui est pas spécialement ravi de le revoir. On rappelle que Otto et Daemon se détestent, et Daemon rappelle d'ailleurs Otto qu'il se souvient, il sait très bien que Otto est un dangereux manipulateur ambitieux. En tout cas, on voit qu'à la tombée de la nuit, toutes les fêlures dans le masque de chaque famille se révèlent. On voit d'un côté, bien sûr, Viserys, je le disais, qui appelle sa reine Aemma. On voit Otto qui vient chercher par le coup Aegon qui est ivre-mort, lui qui pourtant a priori l'héritier des Hightower et il l'espère du trône. Et enfin on voit Laenor qui est ramené lui aussi ivre de la plage, et voilà, toutes les familles ont leurs problématiques, et clairement l'image qu'ils essaient de renvoyer n'est pas rose, et dès que la nuit tombe, eh bien on voit à quel point ces familles sont en fait pourries de l'intérieur. On voit ensuite une discussion qu'on a déjà eue à vrai dire entre Rhaenys et Corlys, où Rhaenys lui dit encore une fois dans les yeux: écoute Corlys, je sais très bien que tu n'es pas en train de faire tout ça pour moi, pour mon honneur soi-disant bafoué lorsqu'elle avait perdu son titre de reine, mais qui fait ça pour sa propre ambition de mettre sa famille sur le trône de fer. Et il l'avoue en fait à demi-mot, et il dit que lui ce qui l'importe c'est le futur de son nom, pas de son sang. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est tout à fait prêt à accepter les enfants qu'il sait très bien ne sont pas de son sang, qui sont les enfants de Rhaenyra et de Harwin Strong, et pas de Laenor. En tout cas il avoue être extrêmement ambitieux et vouloir perpétuer sa famille, ce que Rhaenys déplore. Mais ce qui est étonnant, c'est que Rhaenys suggère de déshériter en fin de compte les enfants de Rhaenyra au profit des filles de Laena et Daemon. Ce qui est un petit peu étonnant parce que pour quelqu'un qui ne cherche pas le conflit comme Rhaenys, qui est un petit peu fatigué du danger que l'ambition fait courir au reste de sa famille, eh bien déshériter les enfants de Rhaenyra, qui est quand même a priori la future reine, pourrait créer une nouvelle source de danger. Surtout qu'on rappelle, les Targaryens côté Rhaenyra et les Velaryon à l'heure actuelle sont alliés, et j'ai l'impression que chacun essaie potentiellement de défaire cette alliance. Voilà, Rhaenys est un petit peu incohérente là-dessus entre sa volonté certes de protéger sa famille, mais en même temps un souhait qui, on le comprend,
prend dans le sens des membres de sa famille, sur le plan du sang, sur le plan de qui partage le sang des Velaryon, mais à côté de ça, va contre l'intérêt politique et potentiellement la sécurité des membres de sa famille. Daemon et Rhaenyra discutent ensuite sur la plage et de manière très ouverte, ils semblent se dire la vérité réellement sur ce qu'ils ressentent à l'heure actuelle. On apprend notamment que Rhaenyra et Laenor ont bien essayé de concevoir des enfants, mais sans succès. Donc voilà, ils ont essayé de remplir leurs devoirs conjugaux comme c'était suggéré lors de leur discussion, lors de leur première rencontre finalement. Rhaenyra évoque la scène du bordel, mais ce qui aurait pu être quelque chose à la décharge de Daemon est très rapidement évité. Alors même si voilà, elle fronce les sourcils 2 minutes, mais la conversation est directement déviée sur le fait que l'un et l'autre ont une vie qu'ils jugent désastreuse depuis qu'ils ne sont finalement pas mis ensemble, et donc ça débouche petit à petit sur la nécessité que voit Rhaenyra, et qu'on sent aussi Daemon est un peu là pour ça aussi, de se mettre en couple avec son oncle. Bref, 5 minutes plus tard, ils sont en train de coucher ensemble, et je voulais revenir un petit peu sur cet épisode qui moi me gêne un petit peu sur la façon qu'on s'est présenté. On voit vraiment Alicent qui est la côté un peu démente, hystérique, la méchante, la méchante reine, et de l'autre côté Rhaenyra qui suit son cœur et qui est montrée sous son meilleur jour. Et je pense que le spectateur habituel aura tendance à sortir de cet épisode vraiment en mode Team Rhaenyra, alors qu'Alicent est la méchante de l'histoire. Mais quand même, déjà, on va revenir après sur la team Rhaenyra aussi sur la dernière scène, mais là je voulais quand même signaler que Rhaenyra, depuis le début de la série, elle est dans la situation la plus favorable, elle est l'héritière du trône, elle peut faire tout ce qu'elle veut, et elle s'est mise dans la merde en permanence à force de coucher avec les seules personnes avec qui elle n'avait pas le droit de coucher. Donc on reparle bien sûr de Ser Criston Cole, ensuite on lui a donné la possibilité de choisir son mari, ce qu'elle n'a pas voulu faire, et ensuite elle a fait des enfants bâtards à Laenor Velaryon avec Arwen Strong. Bref, elle a quand même fait pas mal de conneries depuis le début, et là elle est dans une situation extrêmement volatile sur le plan politique, dans le fief des Velaryon pour l'enterrement de leur fille. Et qu'est-ce qu'elle trouve de mieux à faire le soir même? C'est d'aller coucher avec le mari veuf de la fille des Velaryon, qui est justement tout juste défunte, au-dessous de la fenêtre de leur château, littéralement sur la plage, avec son oncle. Voilà, on peut se poser un petit peu la question si Rhaenyra réfléchit 2 secondes, ou alors vraiment si ses pulsions sexuelles sont absolument incontrôlables. En tout cas voilà, elle ne se pose pas de questions, bam, après le mariage, elle couche avec Daemon, et ça pourrait être une catastrophe bien entendu. Heureusement, Aemon, qui était lui aussi en balade sur la plage, ne tombe pas sur eux, puisqu'il était en chasse de Vhagar. Il essaie de se rapprocher d'un dragon. On l'avait vu essayer de le faire dans la fosse au dragon, et là il le fait à l'audace. Il est sur le point de se faire cramer, un petit peu comme la scène avec Quentin Martel dont je parlais déjà dans l'analyse précédente, mais eh bien à l'audace ça semble séduire Vhagar, et il se met à chevaucher Vhagar. Ça me faisait penser à la scène d'Harry Potter qui découvre l'éclair de feu dans Harry Potter. Voilà, il manque de tomber, mais scène très sympa. Après par contre, quand il revient, il est accueilli par ses cousins qui l'agresse pour le coup, hein, même si il est pas très sympa. C'est quand même lui au départ qui se fait rouer de coups, et on voit qu'il est complètement galvanisé, à la fois d'une part par sa maîtrise supérieure du combat grâce aux enseignements de Criston Cole. On voit qu'il les balaie d'un revers de la main, en plus il est un peu plus vieux, et il est galvanisé par son pouvoir, lui qui est extrêmement frustré, qui a été bully depuis sa tendre enfance. Et bien là il a enfin le plus gros dragon du royaume, et il est personnellement, techniquement, la personne la plus puissante du royaume, et du coup eh bien il est complètement galvanisé, il prend un caillou, et derrière eh bien Luke qui sort un couteau et qui va lui crever l'œil tout simplement. Mais on voit quand même un peu la folie de ces enfants qui ont été complètement pervertis par les adultes autour d'eux, parce que là c'est une série, mais imagine dans la vraie vie des enfants de 8 ans qui commencent à s'engueuler et qui finissent déjà par se rouer de coups au sol, se battent vraiment très violemment, commencent à sortir des pierres pour se tabasser, et finalement sortent un couteau pour littéralement se porter un coup de couteau directement au visage. Moi de toute ma vie j'ai jamais entendu des histoires aussi atroces. Bref, Aemon gagne un dragon, perd un œil, et derrière il y a une scène un peu de scandale au milieu de la cour du château, et Viserys se pose la question qui est quand même assez légitime, c'est comment est-ce que ça peut arriver, de la même manière comment Criston a pu massacrer Geoffrey, ou comment, on va le voir après, eh bien le fils de Corlys peut se faire tuer et foutre au feu à même le château. Effectivement, la sécurité dans les familles royales est catastrophique. D'ailleurs de ce côté-là, Criston qui se permet en plus de répondre de manière extrêmement effrontée, je trouve, à Viserys. Criston il a pris la confiance, j'ai l'impression que sous prétexte qu'il s'est sorti de cette histoire de manière complètement absurde de meurtre devant tout le monde de Geoffrey, il se permet
permet d'être en roue libre, il a pas l'air spécialement d'être sur la même longueur d'onde que les autres gardes royaux, et il se permet de raconter ce genre de choses au roi. Bref, je trouve ça un petit peu limite et pas forcément crédible de ce côté-là. Alors la scène qui suit est pour moi assez étonnante, vous allez voir que je suis à vrai dire plutôt team Alicent. Et Rhaenyra réussit le mindfuck de déporter complètement la discussion sur le fait que ses enfants auraient été insultés de bâtards. On rappelle quand même que la réelle problématique, c'est qu'un enfant vient de se faire crever un œil par un autre enfant. Une insulte de bâtard est quand même... Alors je veux bien qu'il y ait des implications politiques, c'est clair, mais ça semble être une excuse, d'autant plus que, comme le dit Aegon, tout le monde est au courant, et même Viserys, qui a avoué être au courant, simplement il fait exprès de ne pas le voir, et toute la discussion est pourtant portée sur cette accusation qui entre enfants. Encore une fois, la vérité sort de la bouche des enfants. Accuser les enfants de ne pas accepter de jouer le jeu de quelque chose que tout le monde fait semblant de ne pas voir est un peu étonnant, et Viserys qui continue de plonger là-dedans, qui préfère vraiment mettre sa tête dans le sol au point de piquer une colère à ce sujet plutôt que de défendre ses enfants. Et finalement on comprend un peu Alicent, parce que la fin de la discussion débouche sur Viserys qui dit qu'il défend tout quiconque de remettre en cause la légitimité des enfants de Rhaenyra, mais pas un seul mot réellement, au-delà du fait qu'il faille s'excuser quant à l'agression qu'a subi son propre fils. Et du coup Alicent devient vraiment dingue. Alors après, on peut se dire mais qu'est-ce qu'il peut faire là-dedans? Il le dit d'ailleurs un petit peu, il est un petit peu impuissant, mais le problème c'est que c'est son impuissance des précédentes saisons qui a aussi créé cette situation. Et à un moment il va falloir qu'il doit prendre parti, là les couteaux sont tirés, la violence est réelle maintenant, et Viserys ne peut pas simplement se contenter d'espérer que les gens soient amis. Ils ont été élevés pour ne pas être des amis, il y a une opposition qui est claire entre les deux camps, et il doit prendre parti, ce qu'il ne fait pas, ce qu'Alicent finit par faire à sa place. Alors à vrai dire, qu'est-ce qu'il aurait dû faire Viserys? Eh bien la problématique ici n'est pas la bâtardise, tout le monde est au courant de la bâtardise et tout le monde est au courant de pourquoi on en parle. La problématique est que la ligne de succession qui a pourtant été tracée par Viserys n'est absolument pas respectée, et il y a toujours une revendication du trône de la part du clan des Hightower. Et du coup il faudrait que Viserys, qui est parfaitement au courant des manipulations de Otto, il a déjà dit, de sa femme Alicent, dise écoutez, je vois ce qui est en train de se passer, Otto et Alicent vont continuer de manigancer contre Rhaenyra, ça n'arrivera jamais, on peut en reparler si vous voulez, mais il n'y a aucune chance que vous soyez que le trône reparte du côté des Hightower. Donc arrêtez d'essayer de repousser par exemple la demande en mariage de Rhaenyra, de continuer d'intriguer, ça n'arrivera jamais, et si vous continuez, vous êtes considérés comme des traîtres. Ou alors il pourrait même faire l'inverse, dire l'inverse, écoutez, je légitime maintenant les Hightower, Rhaenyra, tu fais connerie sur connerie, si tu préfères aller te faire des bâtards de ton côté, très bien, mais me fais pas chier et va sur Père Dragon, et maintenant les rois c'est officiellement eux. Mais voilà, il ne tranche pas, et du coup c'est Alicent qui devient dingue, parce que dans le jugement à ce moment-là, c'est effectivement elle qui perd tout, parce que c'est son fils qui s'est fait éborgner, et c'est même techniquement elle et son camp qui subissent les remontrances du roi, et donc elle ne comprend pas, elle prend un couteau et elle attaque Rhaenyra. Alors on note quand même que Criston est empêché d'intervenir, il n'a pas voulu intervenir lorsque la reine lui a demandé d'attaquer Rhaenyra, c'était quand même un peu absurde, c'est un garde royal bien sûr qui ne va pas faire ça. Par contre au moment où l'altercation commence, il avance. Alors on sait pas trop exactement ce qu'il avait en tête, mais on imagine peut-être pour les séparer. En tout cas, il y a absolument personne qui avance pour séparer les deux femmes, alors qu'il y a quand même un couteau entre les deux reines potentielles. La garde royale reste là, ils empêchent Criston d'avancer, mais on a envie de dire mais c'est pas vous, votre rôle c'est simplement de les séparer. Bref, la garde royale sont en cosplay pur et simple depuis le début de la série, donc je sais pas s'il y a un complot parmi les gardes royaux, mais encore une fois la sécurité autour du trône de fer est catastrophique. Bref, on voit ce qu'on a dit pendant les épisodes précédents, ça ressort, Alicent qui n'en peut plus que Rhaenyra enfreigne les règles, elle n'en peut plus d'ailleurs que ça aille jusqu'au point où les enfants de Rhaenyra peuvent se permettre de crever un œil de ses propres enfants et qu'il n'y ait aucune conséquence. Bref, elle n'en peut plus que Rhaenyra agisse de la sorte et qu'il n'y ait aucune conséquence pour elle, et encore parce qu'elle n'est pas au courant de la dernière nouvelle, Rhaenyra rentre tout juste, elle a plein de sable dans les cheveux, mais elle rentre tout juste d'une escapade nocturne avec son propre oncle. Bref, Alicent dit la vérité, on voit Rhaenyra qui sort grande gagnante de tout ça, elle est ravie qu'Alicent effectivement montre entre guillemets son vrai visage, montre toute son ambition dévorante, mais aussi sa haine réelle pour Rhaenyra, qui montre sa violence avec cette blessure qui est superficielle en plus pour Rhaenyra, mais qui montre du coup vraiment Alicent sous le mauvais jour. Et donc c'est une grande victoire en apparence sur le plan politique pour Rhaenyra, mais cependant, comme l'a très bien compris Otto, c'est une énorme victoire pour le clan Hightower en réalité, et comme l'a bien compris Aemond aussi, parce que certes il a perdu un œil, mais il a gagné un dragon, et je suis toujours étonné que personne réellement n'en parle, à part, enfin notamment dans le clan du roi, mais
avoir les dragons est la chose la plus importante, et avoir ce dragon, regardez la taille qu'il fait, même par rapport aux autres. C'est une arme de destruction massive, c'est comme si les Hightower venaient de mettre la main sur la plus grosse bombe nucléaire en activité pendant la guerre froide. Otto profite d'ailleurs habilement de la situation pour renouer ses liens avec sa fille Alicent. On voit que, alors qu'on voit bien qu'elle s'attend à ce qu'il la réprimande pour ses actions trop impulsives, et lorsqu'elle a donné un coup de couteau à Rhaenyra, et bien Otto fait le jeu inverse, et on voit qu'en fait, il la pousse à la violence, il la pousse au crime, de la même manière que les parents ont poussé l'opposition entre les enfants qui s'est manifestée dans la scène du couteau. Et bien tout ça part d'Otto Hightower qui la pousse à toujours plus d'antagonisme, et de la même manière que Larys aussi fait de la même chose. En fait, tous les personnages extrêmement ambitieux, extrêmement intrigants, qui veulent jouer au jeu des trônes, savent que le seul moyen de lancer une partie, en tout cas de renverser le plateau de la partie actuelle qui est déjà dessinée, c'est-à-dire les Targaryens se transmettent le pouvoir au travers de leurs enfants directs, et en l'occurrence ce serait Rhaenyra, et donc les personnes ambitieuses du royaume, leur seul moyen de jouer au jeu des trônes, c'est au travers d'Alicent, et du coup ils font tout ce qu'ils peuvent pour s'attirer ses faveurs et la manipuler les uns après les autres, même si elle semble relativement autoritaire et indépendante. La réalité c'est qu'il y a vraiment plein de gens, tous les meilleurs joueurs du jeu des trônes sont autour d'elle, et on le voit après avec Larys à la fin dans la dernière scène, qui va suggérer, qui va lui proposer son aide, et on voit qu'Alicent a énormément changé, alors qu'elle avait peur au départ un petit peu de ce que proposait Larys dans l'épisode précédent. Elle avait peur de sa violence, elle était terrorisée. Là après ce qui vient de se passer, après avoir franchi le pas elle-même de sa propre violence, après que Otto l'ait encouragée par la suite, la validation de son père, là elle est prête à aller jusqu'au bout, et c'est ça ce qui satisfait Otto, et elle dit à Larys qu'elle aura besoin de quelqu'un comme lui, quelqu'un qui est prêt à tuer son propre père, quelqu'un qui est prêt à tuer son propre frère, et qui est prêt à utiliser de la violence et du jeu de l'information. Donc Alicent sort vraiment grande gagnante en réalité de cet épisode. Elle part avec ses dragons, elle part avec les meilleurs alliés du jeu politique, et Otto est persuadé qu'ils vont triompher dans le jeu des trônes. Enfin on termine avec ce qui se passe avec Laenor. Rhaenyra et Laenor parlent après cette histoire d'œil crevé, et on voit que Laenor essaie de promettre qu'il sera un vrai père et un vrai mari, mais on voit d'ailleurs à la réaction de Rhaenyra qu'en fait elle se dit moi j'aurais préféré que t'ailles au degré de fier faire le con et potentiellement y mourir, ça m'arrangerait bien maintenant que j'ai envie de me mettre avec Daemon. Et du coup eh bien elle et Daemon échafaudent un plan pour faire disparaître Laenor, et c'est pas dit explicitement est-ce que c'est de le tuer, mais en fait on voit bien que Daemon est dans la combine avec Laenor et Qarl, parce qu'on voit que c'est Daemon qui tue le garde, qui va ensuite être mis dans les flammes pour se faire passer pour Laenor. C'est aussi confirmé dans ce que dit Rhaenyra au début lorsqu'il part du plan, puisqu'elle dit qu'elle ne régnera pas au travers de la terreur et de la peur, au moment justement où il est question de tuer Laenor, et qu'elle veut essayer de sauver Laenor. On note néanmoins qu'il tue un garde, hein. Donc encore une fois on essaie de montrer Rhaenyra comme quelqu'un de gentil qui épargne aussi son mari. Ils ont quand même tué quelqu'un de sang-froid pour suggérer la mort de quelqu'un. Du coup, les parents et les enfants vont être absolument traumatisés. Enfin, c'est aussi quelque chose de catastrophique de la part de Rhaenyra. Donc voilà, elle n'est pas tout à fait blanche. Pour moi, c'est même celle qui fait les actes les plus discutables de l'épisode, au-delà du coup de couteau, bien entendu, d'Alicent. Enfin, point intéressant, eh bien, ils savent qu'ils vont être soupçonnés de la mort de Laenor, même si la réalité, c'est qu'ils ont permis à Laenor de s'échapper, d'aller vivre une autre vie ailleurs. Ils savent qu'ils vont être soupçonnés, ils se disent bah finalement on veut pas régner par la peur, mais Daemon dit ce serait quand même pas si mal si les gens avaient un petit peu peur de nous, ils sauront pas ce dont on est capable, donc ils se disent qu'on est capable de tuer quelqu'un pour permettre ensuite de se marier. Alors quand même je trouve ça un petit peu discutable de s'aliéner à ce point les Velaryon, parce qu'en plus si derrière ils se marient le jour même quasiment après la mort de Laenor, donc il y a les deux enfants Velaryon qui sont morts, et dans la foulée ils se marient l'un et l'autre, donc c'est complètement évident qu'ils y sont pour quelque chose, c'est complètement évident qu'ils ont rien à foutre des Velaryon. Donc on imagine bien que Corlys va être fou de rage, lui qui est si obnubilé en plus par son image et son importance personnelle, il va être complètement dingue. Donc j'ai l'impression qu'on s'est plutôt isolé politiquement dans ce move. Donc certes ils se sont alliés, Daemon et Rhaenyra, ils ont allié aussi leurs revendications sur le trône, mais aussi ils ont allié leurs ennemis, et ils en ont beaucoup chacun, ils s'en sont créés des nouveaux avec les Velaryon, ils ont perdu un dragon. Bref, à vrai dire je pense qu'ils sortent grands perdants de cet épisode, même s'ils sont maintenant dans un couple qui leur va, et on sait que pour Rhaenyra c'est peut-être quelque chose de bien, parce qu'elle a tendance à faire des conneries quand même quand elle est pas dans une bonne relation, on l'a vu, donc au moins on est tranquille de ce côté là. Mais voilà, donc la fin de l'épisode, d'un côté on nous présente Alicent comme la grande méchante, Rhaenyra comme la gentille. Je pense que ça c'est pas aussi noir et blanc qu'on veut nous le dire. On nous présente Rhaenyra plutôt comme la vainqueur de l'épisode. Je pense que c'est vraiment l'inverse, Alicent est la grande gagnante de l'épisode et pas Rhaenyra. Mais en tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé cet épisode, vraiment très intéressant
intéressant. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Et puis je pense que le prochain épisode devrait être vraiment un épisode charnière, parce que là les couteaux sont tirés. Je pense que la guerre va réellement commencer. On est isolé de chaque côté, les clans sont clairs. Peut-être d'ailleurs que Viserys va finir par mourir, ce qui déclenchera inévitablement le début de la guerre. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé mon analyse. Je peux pas forcément le faire au jour le jour. Il me faut du temps pour le préparer. Je casse les words, je fais la Champions Queue la nuit. En tout cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à liker, à commenter. Ça m'aide énormément. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.